see my patience, I just came here to defend. Bonjour à tous. Très bien. Merci d'être présent à cette conférence. À ce que je vois, le sujet de l'intelligence artificielle a de l'intérêt, si je regarde simplement le nombre de participants dans la salle. J'ai le privilège de faire l'introduction pour cette conférence. Juste me présenter, Patrick Joubert. J'ai eu la chance de croiser l'équipe Recast, c'est écrit là l'été dernier, par des intérêts communs autour de l'intelligence artificielle. Et ils cherchaient, on va dire, un petit peu de seniorité. Ne dites pas que j'ai beaucoup de cheveux blancs. Pour les aider, ou un business angel, ça c'est la version polie pour dire on a besoin de sous. Et moi j'ai été ravi de voir leur intérêt sur le projet, qui est devenu au fil du temps un sujet de stage et au fil du temps un projet de création d'entreprise, voilà, autour de l'intelligence artificielle. Je suis vraiment très heureux de pouvoir introduire l'équipe Recast et je vais laisser la parole à Yasmine pour cette conférence. Merci. Bonjour à tous. L'équipe Recast depuis septembre, c'est 3 personnes. Julien, juste là. Paul et moi-même, Yasmine. Donc en effet, on a commencé vraiment à se mettre dans le sujet, disons, en septembre. Et à ce moment-là, on ne savait pas exactement encore ce qu'on allait faire aujourd'hui. On savait qu'on voulait faire quelque chose dans l'IA. On se disait, OK, est-ce qu'on fait quelque chose de très précis, avec un vrai use case à la fin? Donc on s'est dit, au départ, on est parti dans les ressources humaines. On n'est plus là du tout aujourd'hui, mais c'était le point de départ. On voulait faire de la summarisation de CV, de la catégorisation de profils. Et très vite, on s'est dit, en fait, c'est pas du tout notre sujet. On n'est pas du tout expert là-dedans et on n'y connaît pas grand-chose. Et on s'est dit, en fait, ce qu'on veut vraiment faire, c'est rentrer profondément dans la technologie et dans l'IA. Et à ce moment-là, a débuté l'aventure et des longs mois et des longues semaines de recherche, d'essais, de lire des énormes papiers d'universitaires, enfin, j'en passe. Donc voilà, on est là aujourd'hui pour vous rendre compte un peu de ces 5 mois, donc, jusqu'à maintenant, de cette aventure et de là où on en est aujourd'hui et de ce qu'on a envie de faire demain. Donc, l'intelligence artificielle. Ok, c'est le nouveau buzzword. On a eu Big Data et on a eu Cloud. Maintenant, on a l'IA. Mais qu'est-ce que c'est vraiment? Donc, je veux juste reprendre, on va dire, une base pour tout le monde. L'intelligence, c'est quoi? L'intelligence, au début, on a un input, c'est une perception. D'accord? Donc, on a quelque chose en entrée. Cette chose, on va la mémoriser pour ensuite apprendre et comprendre et enfin prendre une décision. Ah, pardon. Donc, en fait, l'intelligence, c'est un processus qui est lié à la mémoire pour prendre une décision et agir. C'est extrêmement lié à l'expérience. Hein. Si vous prenez un enfant, il est là, il y a le petit boy, il est comme ça. Et puis il y a un chien qui arrive et il ne sait pas encore que c'est un chien. Personne ne lui a dit et il ne l'a jamais appris. Il sait peut-être que c'est un animal parce qu'à la limite, ça ressemble à un type d'animaux qu'il a peut-être rencontré avant. Et là, son père arrive et lui dit, voilà, ça c'est un chien. Ça a des oreilles, puis c'est tout doux, et puis tu peux le caresser, et puis tu peux lui envoyer un bâton et il va peut-être aller le chercher. Donc ça, d'accord, il le mémorise. Et puis le lendemain, s'il recroise le chien, et ben, il se dira, ah oui, c'est un chien. Et puis du coup, bah oui, ok, je peux aller le caresser. Et puis bon, peut-être qu'il va se tromper, hein, peut-être qu'il va dire, ah, c'est un chat. Puis son père va lui dire, non, 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 ça c'est un chien. Et ainsi de suite. Et ça va se passer comme ça tout au long de sa vie. Donc ça, c'est, on va dire, l'intelligence artificielle, quelque chose qui n'est pas naturel et qui est donc créé par l'homme. Ok, très bien. Donc je vous disais, en entrée, on a une perception, on a un input. Donc dans l'intelligence artificielle, on peut avoir plein d'inputs différents, plein de données différentes. On a des images, on a des points de géolocalisation, on a des données textuelles ou des cookies. Donc toutes ces données-là, je vais pas vous le rabâcher, mais ok, on est dans un monde où on est entouré et submergé de données. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir d'un moment où on a un flux constant de données mémorisables, on peut y plugger de l'IA. Et aujourd'hui, il y a des trucs qui existent. Et vous le savez très bien, hein, j'espère. On a par exemple des images et de la reconnaissance de visage. On a sur Facebook... On a de la reconnaissance d'obstacles, par exemple, avec la Google Car.
On a de la compréhension et de la génération de langage avec Alexa d'Amazon ou Siri ou Google Now ou Cortana. Et puis on a aussi avec Gmail par exemple de la catégorisation et de la compréhension de texte. Et du coup il va vous mettre votre mail dans les spams ou pas dans les spams. Bon, ça c'était un point de vue général de ce qu'il y a aujourd'hui, pour qu'on soit clair là-dessus. Maintenant, ok, comment ça marche? Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Pour ça, on va avoir une première partie où Paul va vous expliquer les fondamentaux et ce qui existe aujourd'hui, parce que vous avez accès et vous pouvez développer des trucs dans l'IA, sauf qu'il faut savoir comment et quels sont les outils que vous avez à disposition. Donc Paul va vous en parler et ensuite Julien va vous expliquer plus précisément ce que nous, on aimerait faire et ce qu'on a envie d'avoir comme vision dans l'intelligence artificielle et ce que ce sera demain. Voilà. Bon, on va pas tout de suite rentrer dans le cœur du sujet de l'IA, on va commencer un peu par un historique, expliquer d'où ça vient, comment on en est arrivé aujourd'hui à avoir de l'IA partout. Et donc du coup, la problématique de l'IA, en fait, est beaucoup plus vieille que 1950. On va commencer là parce que c'est le moment où l'intelligence artificielle a été définie comme un champ de recherche scientifique à un congrès. Mais en fait, à partir du moment où on s'est dit, on a pensé au fait de penser, on s'est dit, ah oui, il y a forcément des machines qui vont pouvoir faire ça à notre place, parce qu'on est bien feignants. Et donc du coup, dès le début, en fait, il y a eu un clivage dans la façon de résoudre le problème de l'IA. Puisqu'en fait, l'intelligence et l'intelligence artificielle, c'est juste résoudre un problème. Résoudre un problème une fois pour apprendre et le résoudre une prochaine fois plus facilement. Et donc du coup, face à ce problème, il y avait deux solutions. Ce qu'on appelle l'IA symbolique, qui est en fait un peu comme un parseur de problèmes, si vous voulez. C'est un peu une suite de if, une suite de règles qui vont s'appliquer au problème et tenter de le résoudre. Donc c'est un peu la programmation procédurale en fait de l'intelligence artificielle. A l'inverse, l'IA qu'on appelle neuromimétique, qui est en fait, c'est dans son nom, c'est mimer le fonctionnement de nos neurones en fait. On peut comparer ça au C++ et à la programmation orientée objet en fait. Des modules qui vont interagir entre eux pour résoudre un problème donné. Et donc dès le début, il y a eu énormément d'intérêt pour l'intelligence artificielle, puisque si on peut automatiser la résolution de problèmes, ça veut dire que les gens n'ont plus besoin de le faire. Donc du coup, forcément, c'est très intéressant, notamment pour les États, tous les organismes de la défense, par exemple, qui mettaient énormément d'argent au début, sous les promesses de dans 20 ans, l'IA c'est fini, on aura des robots qui vont emmener nos enfants à l'école et faire nos œufs le matin au petit-déj. Et donc du coup, par rapport à ces promesses, il y a eu énormément d'intérêt, énormément d'argent investi, et au final, on est arrivé à quelque chose qu'on appelle le premier hiver de l'IA. Parce que les attentes que les gens avaient mis dans l'IA n'ont pas été atteintes, si vous voulez. On leur vendait des robots, on leur a donné des programmes qui résolvaient 2 problèmes. Ils étaient un peu déçus. Donc du coup, ils ont dit, bon, on arrête les frais, on ne met plus de sous dedans, continuez vos recherches, mais il n'y aura pas eu autant d'avancées que ce qui a pu se passer avant. Après ça, il y a eu un sursaut de l'IA, et notamment de l'IA symbolique, quand on s'est rendu compte que c'était pas très cher de mettre un système de règles métiers dans tout ce qui est, dans tous les processus en fait qui sont assez rigides, comme notamment les processus d'assurance, les processus de prêt ou encore d'immobilier, où en fait on fait rentrer des gens dans les cases et s'ils correspondent à un profil donné, alors hop, on leur donne leur maison, leur prêt ou leur assurance. Donc pendant ce temps-là, l'IA neuromimétique en fait était beaucoup moins, il y avait beaucoup moins d'intérêt pour elle puisque ce qui marchait et là où on faisait des sous, c'était dans l'IA symbolique. Sauf qu'à un moment, on s'est rendu compte que, ok, mettre plein de règles, ça résout des problèmes, mais si on veut rajouter une nouvelle règle, il faut parcourir les 100 millions de règles qu'on a mis et les rajouter à l'intérieur. Donc à maintenir, c'était vraiment compliqué. Et surtout, le plus gros problème, c'est qu'on est arrivé un peu aux limites de la puissance de calcul des ordinateurs. Donc on arrive à un deuxième hiver de l'IA, mais celui-là, qui a été créé vraiment par un problème technique, en fait. Le problème que les ordinateurs, ils ne suivaient pas ce qu'on leur demandait de faire. À partir de là, et surtout en fait à partir du moment où les ordinateurs personnels sont vraiment démocratisés, la puissance de calcul valait beaucoup moins cher. Donc du coup l'IA est repartie de plus belle. Et on voit que l'IA neuromimétique, elle aussi est revenue à la charge, puisque l'IA symbolique était encore sur place, puisque les outils qu'on avait déjà implémentés sont restés. Mais l'IA neuromimétique a profité de cette puissance de calcul pour revenir en avant. Donc c'est aux alentours de 2006
avec un peu, si vous voulez, le croisement du big data qu'on avait engrangé jusqu'aujourd'hui et la puissance de calcul qu'on avait, on est arrivé à quelque chose dont vous connaissez sûrement le nom, en 2006 exactement, ce qu'on appelle le deep learning, qui est en fait la vision que beaucoup de gens ont du machine learning, c'est-à-dire des réseaux de neurones qui interagissent entre eux et qui résolvent des problèmes. Et donc du coup, on voit en fait qu'il y a un clivage dans les deux hivers de l'IA. C'est l'IA qu'on attend, l'IA qu'on a vendue. On a vendu une IA qui serait complètement générale et qui résolverait tous nos problèmes, comme Ultron ou encore Terminator, iRobot et j'en passe. Et sauf qu'au final, on avait juste un robot qui était à peine capable de ramasser une balle. Et donc du coup, cette IA complète, si on devrait la représenter en un schéma des champs qu'on va toucher dans les champs de recherche, on pourrait faire ça en fait. Au milieu de l'intelligence artificielle, qui va utiliser la reconnaissance d'images, la reconnaissance de paroles, et du natural language processing, qui vont nous servir d'input en fait, c'est des interfaces avec la machine. Le big data qui servira de mémoire, le machine learning pour l'apprentissage, les systèmes experts et le default reasoning qui vont servir pour la résolution de problèmes. Le machine learning aussi a un rôle à avoir dans la résolution de problèmes. Et la robotique, parce que c'est quand même mieux d'avoir un robot qui nous ressemble un peu. Donc du coup, ce dont on va parler actuellement, ça va être un peu de machine learning, parce que c'est vraiment ce qui est en avant actuellement, notamment depuis 2006, je vous parlais de l'IA neuromimétique. Le machine learning est énormément utilisé, puisqu'on a énormément de données, et il faut en faire des choses. On peut tirer des choses de toutes ces données qui existent. Donc du coup, le machine learning, concrètement, qu'est-ce que c'est? Bonne question. À gauche, ici, on voit donc des photos de chiens. C'est un peu pour représenter ce dont on parlait avant de données. En réalité, ce qu'on utilise dans le machine learning, c'est plus des datasets. C'est-à-dire des données qui ont beaucoup plus de valeur, puisqu'elles ont été normalisées, formatées et labellisées. C'est-à-dire que dans un dataset, typiquement, ça, on dirait, OK, ça, c'est une photo de chien. Et c'est pas juste des photos, c'est des photos de chiens. Et l'algorithme va s'entraîner sur ces photos de chiens pour en sortir un modèle, une représentation mathématique que lui, il a, pour savoir quelles sont les caractéristiques intéressantes d'un chien. Qu'est-ce qui permet de définir que ce chien est un chien. On voit, ça peut être par exemple, voilà, il a 4 pattes, du poil, des oreilles, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle une problématique de classification. C'est-à-dire, on me donne une donnée, j'ai été entraîné sur des milliards de données, des chats, des chiens, des girafes, etc. Je reçois une image, et le but c'est de dire, ok, lequel c'est quoi? Est-ce que c'est un chien, un chat, ou une girafe? Le deuxième problème auquel est souvent appliqué le machine learning, ça va être dans la prédiction. Ce qu'on appelle la régression. Vous avez peut-être dû le voir dans FT linéaire régression, vous avez dû faire, peut-être. C'est-à-dire partir de données et extrapoler en fait de ces données. Dans ce cas-là, par exemple, ce serait le prix d'une voiture suivant son kilométrage. Ce qui peut être représenté par une formule mathématique, avec des paramètres qui vont changer, qui vont évoluer, suivant les données sur lesquelles l'algorithme va s'entraîner. Donc du coup, le machine learning s'applique sur deux choses principalement. Des fois, ça peut être assez flou. Par exemple, la régression peut servir à faire de la classification. Certains algorithmes s'appliquent sur les deux, etc. Ça peut être compliqué. Mais concrètement, ici, j'ai listé 5 algorithmes majeurs, on va dire, de machine learning. Il y en a beaucoup d'autres. Hein. Et on va parler précisément, vous devez connaître d'ailleurs le réseau neuronaux, linéaire régression, peut-être moins le support vector machine ni le décision tree, mais ça peut-être doit vous parler, et surtout le deep learning en fait, dont j'ai parlé il y a 5 minutes. En fait, le deep learning, qu'est-ce que c'est? C'est un peu un cerveau humain, mais en moins bien. C'est-à-dire, en fait, on s'est dit, OK, comment on fonctionne? Notre cerveau, on a des neurones qui sont connectés entre eux, qui discutent entre eux avec la présence ou l'absence de courant, donc du 1 ou du 0. Et on arrive à se souvenir, à échanger entre eux. Ils arrivent à échanger entre eux, en fait, pour arriver à une mémorisation, une compréhension, une décision, et tout ce dont Jasmine a parlé. Donc du coup, en fait, concrètement, un neurone, c'est ça. C'est une fonction qui prend un paramètre, un x, qu'il le compare à autre chose, je ne vais pas rentrer dans les détails, et qui en sortir envoie 1 ou 0. Bon, du ternaire, ça va vous parler.
Donc ça, c'est un neurone. Mais maintenant, si on imagine plusieurs couches de neurones, comment est-ce qu'ils discutent entre eux? Comment est-ce que ça s'articule? Quel est l'outcome et quel est l'input? Et bien, concrètement, ça ressemble à ça. Bon, c'est beaucoup simplifié, hein. Par exemple, Google, ils arrivent à faire des millions de neurones sur 127 couches en profondeur, et ça marche du tonnerre. Donc là, si on prend un exemple de base, pardon. Ce réseau de neurones-là, de deep learning, il s'est entraîné sur des millions de photos. Et le but, c'est quand on lui donne une photo qu'il n'a jamais vue, de chien, il sera capable de me dire si c'est un chien ou non. Et donc du coup, en fait, la première couche de neurones va recevoir l'input, le parser, l'analyser, voir des caractéristiques qui définissent ce que c'est qu'un chien, renvoyer ce signal à la couche du dessus, qui va renvoyer la couche du dessus, renvoyer la couche du dessus, et au final, on va être sûr à 99,7% que c'est bien un chien. Alors ce qui est intéressant de noter dans le machine learning, et surtout dans le deep learning, c'est enfin, pas dans le machine learning, mais dans le deep learning, c'est que ce neurone-là, il n'a pas conscience de la totalité de l'image. Lui, il n'a pas besoin de savoir toutes les caractéristiques du chien qui l'intéressent. Lui, il est très fort sur ce bout de chien-là, par exemple. Il est très fort pour reconnaître ce morceau de chien-là qui est une caractéristique spéciale du chien. Il a une oreille de cette forme-là. Et du coup, en fait, lui, il dit, OK, à 95%, c'est une oreille de chien. Il dit à la couche du dessus, lui, il va avoir une couche. Il va avoir une zone plus grande de l'image et va dire, OK, il m'a dit que c'était 95, moi je dis c'est 96% d'un chien, puisque, vous voyez, ça se répercute, en fait, de couche en couche. Donc du coup, le machine learning et le deep learning, c'est bien d'en faire, puisque ça nous permet de classifier, ça nous permet de prédire des choses, mais il faut l'appliquer à quelque chose. Et nous, on va le rattacher à ce qu'on fait, au Natural Language Processing. Et comment le machine learning, qu'est-ce qui nous sert, à quoi nous sert le machine learning dans le NLP? Donc le NLP, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est l'analyse du langage naturel, c'est-à-dire ce que je dis là actuellement, en fait. Ce que vous tapez sur vos ordinateurs, ce que vous écrivez sur vos cahiers de notes, pour arriver à sa compréhension. Donc le but, c'est d'analyser suffisamment le langage pour que n'importe quelle phrase qu'on nous donne, on soit capable de la comprendre, et du coup de faire des actions grâce à ça, en fait. De pouvoir avoir des interfaces complètes avec un humain. Si on prend l'exemple de I ate an apple at Apple, grâce au machine learning, on peut avoir beaucoup de métadonnées sur cette phrase, notamment que I est un pronom, ate est un verbe au passé, que Apple est un nom propre. On peut aussi savoir que I est le sujet de ate, que Apple, celui qui est en minuscule, est l'objet de ate, etc. Et on peut aussi savoir, grâce à tout ça, en fait, avant, on peut aussi savoir que Apple, en tant que nom propre, est une organisation, que ate est une action, que an apple, vu qu'il y a un déterminant devant et que Apple est un nom commun, c'est une chose. On peut même savoir d'ailleurs que cette phrase, en fait, elle parle juste de nourriture. Donc du coup, un peu un tour d'horizon de qu'est-ce qu'on peut faire avec le machine learning, qu'est-ce qu'on fait avec le NLP, et deux parties principales, pas principales, mais qui nous sont importantes pour nous en IA. Comment est-ce qu'on fait ça, en fait? Il y a beaucoup d'outils, il y a des plateformes, il y a des gens qui sont très bons pour faire des algorithmes qui les ont implémentés à notre place. Donc j'en ai listé quelques-uns. Ils ne sont pas tous parce que bon, ça prendrait toute la page et on n'a pas la place. Mais typiquement, Stanford, en haut à gauche, Core NLP, ou TextBlob vont vous servir à faire du NLP. C'est-à-dire c'est des algorithmes qui sont implémentés par des personnes qui sont beaucoup plus fortes que moi, autant en code qu'en vision d'IA, et qui l'ont fait très bien. Donc autant les utiliser. Le désavantage de ces outils open source, c'est que vous n'avez pas de dataset. Vous n'avez pas de données formalisées, formatées. Même s'il y en a qui sont offertes open source, c'est pas suffisant pour faire quelque chose de vraiment intéressant et qui, par exemple, peut être une solution de mise en production ou quoi. A l'inverse, les plateformes comme With.ai, Amazon, BigML vous offrent une solution un peu beaucoup plus packagée même. Des données, mais en contrepartie, vous devez payer. Et vous avez le risque que, vu qu'on est sur quelque chose d'assez compliqué, d'assez éparpillé dans beaucoup de champs, de tomber sur une interface qui vaut pas vraiment le coup parce que faut quand même le simplifier, ça. Donc du coup, on voit que ça pose pas mal de problèmes. Et nous, en fait, on est parti de ces problèmes pour avoir une vision, pour essayer de les résoudre, en fait. Et c'est Julien qui va vous les présenter.
Merci Paul. Voilà, donc maintenant que je suis équipé, moi ce dont je vais vous parler, c'est les problèmes qu'on a et comment nous, on a envie de le résoudre et comment est-ce qu'on fait pour les résoudre actuellement. Jusque maintenant, toutes les interfaces qu'on a fait avec les machines, quand on a construit les machines, on s'est toujours adapté aux machines en fait. Donc on a construit des machines avec des boutons pour commencer. Donc chaque bouton faisait une action dans la machine et on avait des écrans. Chaque écran retournait une information. Donc chaque élément a un rôle bien précis. Donc là, on est un peu limité. Notre machine, elle est grosse, mais il y a un assemblage de petites choses qui ne font qu'une seule grosse chose. Ensuite, on a un petit peu amélioré en faisant les terminaux. Donc les terminaux, les shells, ici, on a tout l'environnement de la machine à portée de clavier. Et on a toute une ribambelle de commandes et de fonctions, etc., qui nous permettent d'interagir avec la machine, de la contrôler, de lui donner les actions à faire, etc. Tout ça, bien sûr, c'est codé. Enfin, c'est codé dans le sens, c'est encodé. Les données qu'on va envoyer à la machine, quand ici on fait un ls pour lister le dossier courant, eh ben, on l'a encodé pour que la machine le comprenne et on sait qu'elle va le comprendre, etc. Maintenant, ce qui est le plus utilisé actuellement, c'est la GUI. Donc là, en fait, on a le terminal, mais mis sous une interface graphique. Donc, on a des choses claires à utiliser, c'est précis, et on va pouvoir faire des graphiques, tout ça. Donc, on va avoir plus d'informations qui vont nous remonter sur ce qu'on a derrière. Mais le problème avec tout ça, c'est que, comme je vous disais juste avant, tout est encodé et fait pour la machine. On n'a pas du tout de marge de manœuvre en fait, on ne peut pas faire autre chose. Et donc du coup, la tendance actuellement, elle est à revenir vers le langage naturel. Donc le fait de pouvoir discuter avec la machine en parlant comme là je vous parle, et vous me comprenez, j'espère, et que la machine puisse également vous comprendre, nous comprendre, et prendre des décisions, et faire des retours, et même pourquoi pas nous répondre. Et donc ça, on le voit actuellement avec le Alexa, le Amazon Echo que vous a montré Jasmine, Siri, Cortana, Google Voice, etc. Et donc ça, c'est un début. Le fait actuellement, c'est que pour faire ça, comme le petit enfant dont vous a parlé Jasmine tout à l'heure, il y a besoin pour être performant d'avoir énormément de données de savoir. L'enfant, il va passer des années avec des personnes différentes qui vont lui apprendre, qui vont augmenter son savoir, et pour que finalement il puisse interagir et évoluer dans le monde dans lequel on est. Et pour ça représente énormément de données pour lui. Et donc pour une machine, c'est exactement la même chose. La machine, elle a besoin d'énormément de données pour être capable de comprendre et d'interpréter et de répondre. Donc du coup, nous, ce qu'on voit, ce qu'on pense, c'est que ce qu'il faut, c'est un dataset. Donc un dataset, comme disait Paul, c'est une base de données où les données, elles ont été formatées et elles ont été précisées et enrichies. Donc on a des données précises et c'est donc une base de données extrêmement précise. Et donc en fait, notre dataset, comme on le voit, c'est un dataset qui serait enrichi par la communauté. Donc ici, on a des développeurs qui vont venir du monde entier, qui vont avoir différentes manières de vivre, différentes manières de penser, différentes manières de parler, et qui vont participer au dataset. Donc qui vont l'enrichir par les interactions, par l'utilisation de leurs applications, etc. Donc comme ça, on a un dataset qui est extrêmement riche par la diversité de la population qui l'enrichit. Et en retour, ces développeurs, eh ben, ils en profitent également. Parce que eux, quand ils ont une application, eh ben, ils vont pouvoir profiter et mettre à disposition une application qui est capable de comprendre et qui a été entraînée par des développeurs du monde entier. Donc du coup, la richesse de la compréhension et la précision de la compréhension est énorme. Et ça, on le met à contre-courant de justement les entreprises, les grosses boîtes comme Apple, IBM, etc. Ils ont chacun des datasets comme ça. Donc on prend Siri. Siri, il a un dataset. Ce dataset, il est entraîné par qui? Il est entraîné par les gens qui ont des produits Apple,
qui parlent à leurs produits Apple et qui disent plus ou moins toujours la même chose parce que Siri ne comprend pas non plus énormément de choses. Du coup, le dataset est assez limité et chaque entreprise, pour son besoin, elle recrée un dataset. Google Voice, ils ont un autre dataset. Amazon, ils ont encore un autre dataset. Du coup, tout est dupliqué et pas entraîné par beaucoup de personnes. Donc nous, c'est ce qu'on fait. On entraîne ça par tout le monde, on le donne pour tout le monde, que tout le monde puisse en profiter et que surtout, je sais plus ce que je veux dire. Et que surtout les personnes donc, puissent en profiter, l'avoir partout et pour tous les usages possibles. C'est ce qui est important, c'est que ce n'est pas un usage ciblé, c'est tous les usages possibles qui peuvent être faits avec ce dataset. Donc, qu'est-ce que ça vous apporte en tant que développeur? Qu'est-ce que ça apporte aux développeurs? Ça apporte un énorme gain de temps de configuration, parce que vous n'avez plus à configurer vos applications, vous n'avez plus à utiliser, à comprendre, etc., ce que Paul vous présentait, toutes les solutions Stanford, etc. L'entraînement, le dataset, il est déjà constitué par la communauté. Donc vous arrivez, vous configurez votre application, vous avez un dataset tout fait. Si vous avez un cas d'utilisation précis qui requiert d'entraîner le dataset, vous allez l'entraîner pour votre cas d'utilisation précis. Donc vous allez apporter à la communauté, mais une fois que ça sera fait, toutes les autres personnes de la communauté vont pouvoir en profiter et ça aura besoin d'être fait une seule fois. Ce qui permet d'augmenter énormément la précision de ce que vous recevez quand vous voulez comprendre une phrase de votre utilisateur. Concrètement, à Recast, par quoi ça se traduit ce qu'on fait et ce qu'on propose? Ça se traduit par le dataset communautaire dont je vous ai parlé, premièrement. Ensuite, on a une solution de Natural Language Processing. Donc là, on a implémenté les algorithmes et on les met à disposition pour pas que vous ayez à réimplémenter les algorithmes. Et en fait, tout ça, on le met à disposition sous la forme d'une interface qui est claire, qui est utilisable, qui est facilement compréhensible et qui est configurable très rapidement. Et cette interface, qu'est-ce qu'elle sort au final? Elle sort une API JSON. C'est une API. Donc, une API JSON, vous pouvez l'intégrer dans absolument tout ce que vous pouvez imaginer, tout objet connecté, tout device. Donc ça peut être votre frigo, ça peut être votre voiture, votre téléphone, tout ce qui peut recevoir des informations. Les possibilités après elles sont infinies en fait. Donc voilà, concrètement, c'est ce que nous on propose. Et on a une plateforme qui est en bêta privée actuellement, qui fonctionne. Et on a déjà en 2 mois, on a 150 personnes qui l'utilisent. Donc nous, je vous invite et on vous invite, c'est à venir sur la plateforme, l'essayer, parce que ce dont on a besoin, c'est de feedbacks pour améliorer, pour être au plus proche du besoin, de vos besoins. Et on a besoin de vos feedbacks pour l'essayer tous ensemble. Et c'est de ça qu'à 42 qu'on partage, c'est le fait d'être communautaire. Et donc, voilà, on a besoin de vous, venez vous inscrire et nous aider à mieux développer ça. Voilà, merci. Vos questions maintenant. Vous avez des questions? Alors, il faut le micro, parce que sinon, on ne pourra pas l'entendre. Bonjour. Alors, Bonjour. si je comprends bien, avant, on avait des logiciels, des applications, un algorithme, et à côté, le client avait des données qu'il mettait dans une base de données, etc. C'est ça. Aujourd'hui, on veut mettre de la mémoire dans le logiciel. On ne devrait pas d'ailleurs l'appeler algorithme apprenant, parce que ce n'est pas qu'un algorithme qu'on livre en finale. C'est un robot, c'est tout un mécanisme. Le modèle application logiciel, ça n'existe plus. Donc, par rapport à ce que vous proposez, c'est un peu vous calquer sur l'ADN d'une espèce. L'ADN d'une espèce est porté par chaque individu de l'espèce. Et c'est uniquement parce qu'elle est portée par chaque individu de l'espèce qu'elle peut marcher, que ça marche, que l'espèce est ce qu'elle est. D'accord? Ça veut dire qu'il porte tous les datasets dans son ADN. Or, ce que vous proposez, à mon avis, ne peut marcher que s'il y a derrière un vrai modèle économique. Parce que c'est ça le problème. C'est le partage du dataset, l'enrichissement du dataset. Et quel est le propriétaire du dataset? C'est vraiment ça. Vous parlez de communauté, oui, c'est intéressant. Il faut que chaque individu qui participe à ce dataset soit actionnaire du dataset. C'est exactement comme pour l'ADN. Alors ça, en fait, c'est tout simple pour nous, la manière dont on le traite, c'est que le
le dataset, il est accessible et vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez le récupérer. Donc, quand vous avez l'application, vous avez accès à l'entièreté du dataset. Vous avez tout en fait. Le dataset, il sert à entraîner vos applications, etc. Sachant que nous, notre but aussi, c'est que vous aidiez à entraîner et que tout le monde aide à l'entraîner. Et donc du coup, bien sûr, il y a un modèle économique derrière, mais ce modèle économique, il est basé sur le partage. Et du coup, plus vous partagez, plus vous pouvez utiliser le dataset, plus c'est simple et plus c'est utilisable. Après, bien sûr, nous, on est obligé, et c'est notre rôle aussi, c'est que on veut un dataset qui soit un dataset, comme je le disais. Un dataset, c'est pas une base de données, c'est quelque chose de construit, de clair, de solide et de régulé. Et donc, c'est notre rôle aussi de définir ce dataset qui soit propre et que chaque personne qui l'utilise, eh ben, elle soit sûre que quand elle va l'utiliser, les retours, ils vont être fiables et précis et qu'il n'y aura jamais d'erreur. Parce que les gens qui ont leurs applications, ils ont besoin d'être sûrs que c'est fiable. Et c'est ça, nous, qui est important et qu'on veut proposer. Il y a une autre question ici? Ça marche là? Ouais. Le fait que tout le monde puisse participer à l'entraînement du dataset, que n'importe quel développeur puisse rajouter sa petite sauce au truc, est-ce que ça peut pas amener à des conflits entre ce que deux développeurs différents auraient apporté sur un même sujet au dataset? Ça pourrait pas amener des contradictions, des choses qui seraient pas logiques dans le dataset? Et si c'est le cas, comment on pourrait régler le problème? Alors là, je vais te donner un exemple concret actuellement de ce qui est fait pour régler ce problème. C'est si tu prends Google Translate. Google Translate, tu peux traduire tes phrases et il te propose de proposer une meilleure traduction. Donc tu peux proposer cette meilleure traduction. Et en fait, tu as même un système qui te permet de dire, c'est super sympa, tu tapes et ça te pose des questions, tu réponds, etc. Et en fait, ils vont pas se baser sur ta réponse particulièrement à toi, mais ils vont reposer la même question à des centaines de développeurs plein de fois. Et donc du coup, en fait, tu vas pouvoir faire une probabilité de qu'est-ce que les gens ils ont répondu le plus. Et à partir de là, tu sais ce qui est le plus fiable en fait. Et c'est ça que ensuite on garde et on considère comme données qui a de la valeur. Et c'est ça finalement qui va se retrouver dans le dataset et être utilisé après. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je peux ajouter un Allô? Ouais. Par rapport juste à ce que vous venez de dire, Google Translate, qui est vraiment un superbe exemple pour l'intelligence artificielle. Au début des années 90, on a essayé de faire un logiciel de traduction en lui apprenant le langage, en lui donnant le vocabulaire, les règles de grammaire, etc. Début des années 2000, on a oublié ça. On a créé un logiciel qui, au lieu de... On ne lui apprend pas le langage, etc. Non. On lui donne juste à bouffer. C'est un algorithme apprenant. On lui donne des traductions bien faites. Et lui, il fait de la prédiction basée sur des statistiques, des probabilités. Sauf que Google, ce n'est pas simplement ce que les gens participants bénévoles font. Il lui donne, pour les 6 langues de l'ONU, chaque jour, il lui donne des milliers de traductions de l'ONU faites par des gens très compétents, très bien payés. Et c'est de ça qu'il bénéficie. Il est très performant, effectivement. C'est ça, merci. D'autres questions? Après, ce sera vous. Oui, bonjour. Bonjour. J'avais une petite question par rapport donc, au traitement du langage. Oui, d'accord. En fait, quand on analyse une phrase, il n'y a pas que l'analyse syntaxique, grammaticale, tout ça qui rentre en jeu. Ça dépend des langues évidemment, mais il y a toujours une composante non verbale, voire les intonations qui rentrent en jeu. Est-ce que vous prenez en compte ça aussi? C'est une autre problématique, mais en fait, tu as deux façons de recevoir un input textuel, on va dire. Soit directement textuel, auquel cas l'intonation, les pauses, etc. n'existent pas. Enfin, mis à part les virgules, la ponctuation, tout ça. Mais soit qui passe de voix à texte. Bien sûr, étant donné que c'est une composante ultra importante Enfin, l'intonation, parfois, donne tout son sens à une phrase. Donc bien sûr, le but, c'est de récupérer cette intonation et de l'utiliser. C'est-à-dire que plus tu as de metadata sur ce que tu vas traiter, plus tu seras précis et plus tu seras capable de réagir
en conséquence. Donc oui, à l'avenir, c'est le but. Actuellement, on n'est pas encore sur la voie, on y va très vite parce que c'est une demande. Il y a beaucoup de personnes n'imaginent pas l'IA sans voix, alors qu'en vrai, actuellement, il y a beaucoup d'IA. La majeure partie de l'IA se passe sans voix. Mais oui, complètement. Le but, c'est ça. Comme je disais, plus de metadata, plus de précision. D'abord, merci beaucoup de faire une intelligence artificielle avec une base de données ouverte. C'est génial. Je pense qu'on va beaucoup s'en servir dans les années à venir. Ma question, c'est, j'imagine que vos plans dans le futur, c'est pas juste le NLP. Et ma question, c'est à quelle échéance vous comptez vous étendre à d'autres genres d'IA, par exemple l'analyse d'images, l'analyse de tout ce qu'on pourrait imaginer en IA. À quelles échéances? C'est moi qui dois répondre, parce qu'en fait, ils vont me dire, oui, mais en fait, il faut faire x5 sur l'équipe. En fait, c'est un peu ça. Hein, donc, voilà, bah, après, c'est dans les projets. Moi, après, voilà, après quand, là, déjà, pour couvrir tout ce qui est voix, la génération de langage, ça va occuper déjà 2016. Donc, ça sera probablement après. Voilà. Mais après, c'est si le projet décolle et on compte sur vous, là, donc inscrivez-vous, il faut plein de succès. Mais après, je pense peut-être que vous pouvez faire une petite démo. Plus il y aura de participants, plus on pourra avoir des succès et plus on pourra aider l'équipe à lever des fonds pour accélérer son développement. Voilà. Et c'est clairement une envie de l'équipe. Après, je ne réponds pas pour eux. Oui, non ? Je vais compléter. Ouais, le but, c'est de s'étendre, évidemment. C'est-à-dire que si on arrive à, pas imposer, mais implémenter un système collaboratif pour chaque branche de l'IA, c'est gagnant pour tout le monde, en fait. Et puis en plus, on n'est qu'à mi-temps. On fait 12 heures par jour, il y a aussi 12 heures de la nuit, quoi. On a le temps. Donc oui, à l'avenir, ouais. D'autres questions ? Oui. C'est quoi l'objectif précis que vous avez par rapport à l'intelligence artificielle que vous êtes en train de créer? Je pense que le plus simple, c'est qu'on fasse une démo rapide de la plateforme et que peut-être tu arriveras à voir les cas d'utilisation qui peuvent être. Sachant que, en parallèle de ça, en parallèle de ça, nous, ce qu'on propose, c'est une plateforme. Donc en fait, Jasmine va te montrer, c'est l'onglet. Il faut que tu regardes là-bas, parce que sinon ça va pas marcher. Bien joué, vas-y. Voilà. Voilà. Donc là, en fait, ici, nous, ce qu'on propose sur la plateforme, c'est que tu puisses avoir des applications qui vont comprendre certaines choses. Donc ici, en fait, on est sur le cas d'un Slackbot. Donc ton Slackbot, c'est un petit robot intelligent sur Slack qui va pouvoir comprendre des choses et y répondre. Et donc en fait, ici, on a un cas d'utilisation. Ce cas d'utilisation, on dit ici, on a les intentions qu'on veut comprendre et on veut comprendre bonjour, au revoir, quelle est la météo, les sentiments, de l'aide, quelles sont les nouveautés, où est-ce que je peux aller manger un burger, etc. Et ça, en fait, il y a une infinité de phrases pour dire ça et pour montrer que tu as l'intention de vouloir savoir ce qu'est la météo actuelle dans une ville. Et nous, ce à quoi on aide, c'est à comprendre et à formater cette intention et les phrases des utilisateurs qui vont envoyer à ton application en un langage facilement utilisable. Donc là, par exemple, concrètement, imagine qu'il y a un utilisateur qui utilise ton Slackbot et dit « What's the weather in Paris ?» Et donc, en fait, nous, ce qu'on te retourne, on trouve que l'intent, c'est weather. Donc, en fait, ici, on te retourne un JSON en disant dans les intents qu'on a matchés, celui qui est le plus probable d'être matché, c'est weather. Donc ici, on sait qu'on parle de météo. Donc déjà, dans ton application, tu sais, OK, il me parle de météo, la personne qui interagit. Et ensuite, tu as besoin de savoir, OK, il faut que j'ai de la météo, mais il faudrait que je sache où est-ce qu'il veut sa météo. Et du coup, ici, dans l'enrichissement, donc ça, c'est les métadonnées. Donc là, en fait, c'est le dataset qui ressort vraiment. C'est enrichir la phrase grâce au dataset. On a une entité qui est la location. Donc toi, tu vas pouvoir aller chercher la location directement. Et la value, on a Paris. Et donc, en fait, de cette phrase, on a extrait les deux éléments les plus importants, weather et Paris. Et ça, tu peux l'appliquer, en fait, à n'importe quoi, tout ce que tu veux. On a une autre application qui est un Baggelbot pour commander des bagels. On a quelque chose, après tu peux faire des pizzas, tu peux imaginer pour des voitures. C'est infini en fait après. C'est vraiment un Cortana-like en fait finalement. Que vous cherchez à faire.
tu peux faire Cortana avec la plateforme, mais Cortana n'est qu'une application en fait. Non, oui, mais c'est quelque chose de sensiblement du même genre avec une base de données ouverte. C'est ça, mais du coup, oui, en fait, du coup, t'imaginerais Cortana avec beaucoup plus d'applications. D'accord. Parce que dans l'intelligence artificielle, en tout cas, je sais, est-ce que vous vous intéressez au neuromimétisme, par exemple? Est-ce que c'est votre angle d'approche? Actuellement non, parce qu'en fait le but, enfin oui et non en fait, j'ai envie de te dire. Les avantages du neuromimétisme, c'est que en gros, tu as tes réseaux de neurones, tu leur files une masse de données, ils te renvoient à 95% des résultats bons. Le truc, c'est qu'il faut avoir énormément de données. Donc actuellement, on commence avec, je sais pas, dans notre dataset, pour repérer les entités, on a quoi, 80 000 phrases que j'ai taguées à la main. Donc pour le moment, on est un peu limité en données. Bien sûr, le but, et c'est ce qui est le plus prometteur actuellement, c'est le neuromimétisme, c'est le deep learning, etc. Sauf que d'un, il faut avoir énormément de données, de deux, énormément de temps pour entraîner tout ça, et de trois, énormément de puissance de calcul. Plus ou moins. Donc actuellement, on n'est pas là-dessus pour des problèmes plus de temps et de mise en place. C'est-à-dire que moi, j'ai pas fait d'IA, j'ai pas fait de maths. J'ai commencé il y a 4 mois, donc on est allé, faut faire un MVP, on avance quoi. Actuellement, non, on n'est pas sur du neuromimétisme au sens où on l'entend, bien complexe. Voilà, je crois que j'ai répondu à ta question. Ouais, parce que du coup, moi, là, je vais te poser une question plus précise. C'est, vous cherchez à faire un ordinateur qui nous répond comme un humain nous répondrait, ou justement un ordinateur qui cherche à répondre à nos demandes ou nos besoins? Eh bien en fait, j'ai envie de te dire, c'est un peu ce que toi tu as envie d'en faire. Dans le sens où on est parti du constat, comme disait Julien, c'est que chacun refait son dataset dans son côté. Chacun fait chaque plateforme et chaque personne qui offre ce service-là refait exactement la même chose. On se dit, ok, il y a un moment, il faut mettre un standard. Si on le fait tous ensemble, ça sera quand même mieux. Mais le truc des applications, l'application, je veux dire, du NLP, c'est là partout où il y a des interfaces en fait. Partout où, quasi soit actuellement ou non. En vrai, t'en fais ce que tu veux. Est-ce que tu veux faire un Cortana-like? Ok, soit. Tu veux commander ta pizza directement par ton portable à l'Oresto? Bah vas-y. Voilà, je pense que... D'accord. Donc Répète ta question, ça se trouve, j'y ai pas répondu. Mais... C'était... en gros, est-ce que votre but à vous, hein, en tant que gestionnaire du projet, est-ce que c'est de recréer un humain artificiel dans sa méthode de réflexion et de raisonnement et d'émotion et du coup d'interaction, ou est-ce que c'est de faire quelqu'un qui va nous servir, justement, d'où je disais Cortana-like? On en est loin de là en fait, de oui, là refaire un ça, humain. Oui, je me doute. Ouais, non mais de là, mais même pas que nous en fait, l'IA en général, Oui, oui. on en est très loin de refaire un humain artificiel. C'est-à-dire que nous, en gros, ce qu'on propose, c'est la brique compréhension de langage actuellement. Donc, imaginons, il y a une personne qui a codé toute la partie mémoire, reconnaissance visuelle, etc. de l'IA. Et bah, tu as juste la brique NLP, compréhension de langage, extraction de données et du coup compréhension du langage naturel. Tu la rajoutes, c'est bon, c'est codé, tu n'as plus qu'à faire ça, quoi. D'accord. Donc c'est pas une totalité, c'est plus... En fait, le langage, c'est pas structuré, c'est pas défini comme nous on a l'habitude en tant que dev, avoir des classes, avoir une DB qui va être remplie au poil exactement comme on veut. Et nous, le but, c'est de faire que le langage qui n'est pas structuré, le transformer en quelque chose de structuré pour que le dev ait quelque chose sur lequel s'appuyer pour justement mettre son interaction. Et voilà, donc en vrai, c'est pas faire un humain entier, c'est faire la compréhension du langage dans un premier temps. Why not, dans le futur, on verra quoi. D'accord. C'est ça, c'est le futur de l'interface. Ils ont donné le pas en faisant Cortana Siri. En remplissant ça d'easter eggs, ou cacher un corps, oh bah faut faire ça. Le but quand même c'est de comprendre la phrase et pas répondre la même chose à chaque fois en fait. Ok, merci. Je sais pas qui était le premier. On va les prendre dans l'ordre. Est-ce qu'il y a déjà des développeurs qui ont des idées de projet pardon, qui ont des idées de projet avec votre base de données? Ouais, j'en ai un là. Je suis preneur d'idées pour développer un peu le processus. Non, mais j'ai juste commencé à faire une petite interface iOS pour ça. Et si tout se passe bien, on essaiera de faire ça sortir au plus vite. Mais non, mais il y a plein d'applications.
Moi, j'avais commencé j'ai commencé il y a quelques jours à essayer de faire un truc qui comprend le fait qu'on puisse acheter et vendre des actions sur Internet. Après, vous pouvez directement taper dans l'API Google ou Yahoo Finance pour s'amuser. Donc, je trouve que l'exemple d'Allo Resto est très bien aussi, où vous rentrez votre adresse, vous demandez votre pizza et on vous propose des restos. Il y a plein de choses, il y a plein d'idées. Après, si vous avez des idées, venez me voir, je serais ravi de venir vous aider. Donc ça, c'était un peu un cas user. Nous, en termes cas entreprise, on a déjà été approché et on a commencé à engager des discussions, parce que c'est t'engages des discussions, puis tu discutes pendant un an et après tu finis, sur un projet de 112 textes. C'est le numéro pour texto, en gros, de service d'urgence européen. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont un énorme problème de routing. Ils reçoivent une urgence sur le 112 texte. Ils vont définir à quel organisme de secours ça appartient. Et ils vont le router. Et ensuite, l'organisme de secours va prendre en relais le truc et gérer le problème. L'avantage du traitement du texte, c'est que ça, tu peux l'automatiser. En définissant simplement qu'une jambe cassée, c'est les pompiers et une arme à feu, c'est le 17. Oui. Tu peux automatiser ce routing-là, en fait, et faire gagner du temps. Il y a énormément d'applications, des applications que nous, on ne pense même pas, en fait, parce qu'on n'est pas dans les problèmes des entreprises ou de vous, que vous pouvez imaginer. Mais ouais, il y a déjà des développeurs qui se sont mis dessus, et déjà des personnes qui ont une demande par rapport à ça. D'autres questions? Il faut amener quelques autres micros. Combien pensez-vous faire payer votre plateforme? J'ai envie de ramener le business angel à la rescousse, mais dès que c'est les sous, c'est moi. Hein. C'est meilleur là-dedans. Hein. Ah d'accord. Les premières hypothèses du business model, c'est Amazon-like, quoi. C'est nombre de call API avec un incentive à plus je contribue, moins je paye. Voilà, en disant faut être fair par rapport à votre remarque aussi. Voilà. Après, ça sera à éprouver. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un modèle aussi qui a bien fonctionné, qui était celui de GitHub. Assez intéressant. Je pense que ta réponse était complète, mais on est encore... Qu'est-ce que vous aimeriez aussi? Perso, ce qui me tente, ce serait quelque chose qui soit gratuit pour l'utilisateur qui souhaite expérimenter avec votre plateforme de manière à ce qu'il puisse découvrir votre plateforme, voire même proposer à son environnement la plateforme qui pourrait être utile à ses proches ou quelqu'un qui est en train de construire une boîte et qui cherche quelque chose du même style. Et pour les entreprises, vous faites payer un frais mensuel. C'est-à-dire que si on décide de te faire payer dès la première requête alors que tu n'as même pas commencé sur la plateforme, ça va être compliqué. Oui, mais dès que c'est commercial. Pardon? Dès que c'est commercial, vous faites payer. Oui. Voilà. Ok. Ouais. C'est gratuit tant que c'est pas commercial. Oui, c'est la vision qu'on a aussi. Ouais. Aujourd'hui, c'est gratuit. Hein. Ouais. Je vais le redire. Aujourd'hui, pour tester, c'est gratuit. Hein. Alors, je sais plus qui sur les questions. Je voulais juste demander en fait au niveau de la contribution pour l'instant. Tu as dit tout à l'heure que tu taguais, que tu avais tagué un certain nombre de phrases à la main en fait. Est-ce que tu as déjà une manière d'automatiser cet enrichissement du dataset, ou est-ce que pour l'instant ça se fait que à la main et pour la suite ça se fait qu'à la main, et si ça se fait que par des humains pour l'instant, est-ce que nous on peut contribuer directement, ou est-ce que c'est que interne à Recast? Alors il y a deux réponses. Moi, je vais faire ma réponse moi, et toi, ta réponse de design du X. Hein, tu as quand même un mot à dire. En gros, donc ouais, là, actuellement, je fais ça à la main. Il y a complètement des façons d'automatiser ça. Tu mets une GUI, tu sélectionnes la partie du mot, tu écris quel type de mot c'est, etc. Il y a des façons d'automatiser le tagging de dataset. Maintenant, c'est quelque chose que nous, on va implémenter sur la plateforme pour les users. Donc, est-ce qu'on va le faire d'abord pour nous, ensuite refaire pour les users? Autant le faire propre une seule fois, quoi. Après, en termes d'inspiration, voilà, en termes d'inspiration, il faut imaginer Google Translate,
qui est complètement simple à prendre en main et simple d'utilisation. Tu reçois une phrase, ok, quelle est la traduction? Nous, ce serait tu reçois une phrase, quelles sont les entités que tu juges intéressantes de retirer, ou quel sens de phrase donnerais-tu à ça, ce genre de choses. Mais typiquement, en fait, en termes de comment taguer un dataset, Facebook, ils ont carrément réussi. C'est-à-dire que tes photos, tu tags tes amis dessus. Et maintenant, si tu as beaucoup de photos de toi sur Facebook, ils sont capables de te reconnaître sur n'importe quelle photo. Donc, en termes d'interface pour automatiser le tagging, le truc, c'est d'avoir la bonne idée qui soit transparente et qui soit la moins pénible pour les users, en fait. En fait, je reviens sur l'exemple de la météo de tout à l'heure. Donc vous avez demandé la météo à Paris, et si on la demande dans un patelin, en fait, est-ce que les villes sont dans le dataset ou est-ce que vous allez piocher ailleurs? En fait, je vais rentrer un peu en détail dans ce que nous on implémente. On implémente un truc qui s'appelle la Named Entity Recognition, NER. C'est un algo de machine learning qui va repérer ce qu'on appelle des features, des observations sur une phrase donnée. Et grâce à ces observations, il va pouvoir détecter la probabilité qu'une entité apparaisse à cet endroit-là. Typiquement, what's the weather in London? Je crois qu'elle est même pas dans notre dataset, en fait, cette phrase-là. Et pourtant, on arrive à le détecter, que Paris ou London est une ville. Pourquoi? Parce que il est entraîné sur des milliers de phrases, lui expliquant que un nom propre avec une majuscule au début, précédé par une préposition d'endroit en fin de phrase qui fait moins de 10 lettres, qui est entouré par in derrière un autre mot, ce qu'on appelle des n-grams, et c'est assez d'observation pour supposer à X% de fiabilité que c'est une ville. Donc en gros, ouais, on a des listes de location, de villes. Par contre, on n'a pas tous les patelins, ça c'est complètement sûr. Le truc, c'est que tu utilises ça, ce dataset de ville, tu utilises ça en apport. Ça s'appelle un gazetteur. Tu l'utilises en apport pour tes observations à faire sur tes phrases. Donc je répète, tu fais des observations sur les phrases, ça te permet de donner les caractéristiques d'un mot qui est potentiellement une entité, une ville, une personne, une organisation, de l'argent ou quoi. Et en sortie, ça te permet de créer un modèle qui représente ces probabilités d'entité. Et ce modèle-là, tu l'appliques sur une phrase que tu n'as jamais vue, et ça te permet de ressortir l'entité probable. Ok ? Donc en gros, on n'a pas toutes les villes. Le but, c'est pas de mettre en dur. S'il fallait mettre en dur, on n'aurait pas fini, quoi. Et puis on vous demanderait pas de nous aider à le construire. Sinon, on pourrait, mais on le fait pas. Mais voilà. C'est clair ou... Ouais. Ok. Alors, j'ai deux questions. Enfin, l'une qui découle de l'autre. La première, c'est, tu as fait la remarque qu'il fallait que ça fait un moment, que le dataset il soit fiable et qu'il n'y ait pas d'erreur. À quel moment on peut dire qu'il n'y a pas d'erreur sur du tag de langage naturel? Étant donné que les humains entre eux, parfois, ont beaucoup de mal à s'accorder sur un tag, justement. En termes d'erreur, on parle pas de... Si tu veux viser le 100%, c'est super compliqué en termes de précision. Comme je disais, non, je l'ai pas dit d'ailleurs. En état de l'art actuellement, en termes de, je sais pas, imaginons classification de texte, donc classification d'intent ou alors de reconnaissance d'identité par exemple, on est à 93-95%, mais c'est suffisant en fait. Donc des erreurs, t'en as toujours. C'est obligatoire, tu peux pas sur 80 000 phrases détecter chaque truc. Et puis, t'as tellement de trucs qui sont ambigus, genre par exemple un stade, le nom d'un stade. Est-ce que c'est le nom d'une organisation ou est-ce que c'est le nom d'un endroit concrètement, ou une équipe, pas une équipe, un groupe de musique. Ça peut être, ok, c'est une organisation en termes de... Enfin voilà, tu vois où je veux en venir. Donc en gros, oui, il y a des erreurs. Le but, c'est de ne pas en avoir des milliers et des milliers, puisque toutes ces erreurs vont être noyées dans la masse. Et si tu as une erreur sur la détection, je sais pas, d'une ville, ça va être rattrapé dans le flot complet du truc. Effectivement, c'était un peu à ça que je ferais des références et de voir comment vous le voyez. La deuxième chose, c'est que vous avez parlé du tagage, justement, du fait que tu étais seul à le faire.
et que vous envisagez une interface pour ça, et pourquoi pas le gamifier? Bah, Ouais, c'est complètement l'idée. Enfin, je veux dire, je vois pas les choses autrement. Enfin, t'as besoin d'avoir quelque chose d'hyper simple, d'hyper clair, de funny, et où tout le monde va vouloir collaborer. Donc oui, la gamification, c'est un procédé, on peut pas passer à côté, je pense. Donc ouais. Merci. Ouais, tout à l'heure, vous présentiez le neurone au-dessus de la couche supérieure qui peut déterminer la probabilité que ce soit une oreille de chien ou non. Et un bout de chien. Un bout de chien, en l'occurrence l'oreille. Ce neurone envoie une probabilité qui était de 95% pour l'image-là. Et d'un autre côté, vous parliez qu'un neurone envoie une information ternaire, 1 ou 0. Du coup, ça envoie une probabilité ou 1 ou 0? Ok. C'est un problème de simplification, bien joué. En gros, bon, je suis pas un expert du deep learning. En gros, si tu veux, c'est plus le signal qui va être envoyé par la totalité de la couche qui va définir la probabilité. Ok? Si tu as plein de 1 et de 0, enfin, je veux dire, la construction de ton 1-0 va définir la probabilité. Ok? Ça reste très schématique. Je ne veux pas rentrer dans les détails parce que c'est très simple de se planter. Je répète, je suis pas un expert. Hein. Mais voilà, en gros, c'est ça. C'était par simplification, je disais, on renvoie une probabilité. C'est plus l'organisation, si tu veux, du signal renvoyé par la couche inférieure va définir la probabilité de la couche pour la couche supérieure. Bonjour. Donc en fait simplement pour savoir quand, par exemple si on reprend l'idée du patelin tout à l'heure ou d'une ville, peu importe qui n'est pas connue, admettons par exemple Londres, si on met une phrase dedans avec Londres, que ça détecte que Londres est une ville, est-ce que c'est ça, enfin pour être sûr d'avoir bien compris, est-ce que c'est cette phrase-là que vous allez enregistrer dans le dataset et en mettant par exemple Londres c'est une ville, tel mot qui est nouveau, ça correspond à telle valeur, ou est-ce que c'est les mots qui vont être enregistrés à part, de manière unique, Londres c'est une ville et puis voilà. Est-ce que c'est la phrase dans son ensemble ou est-ce que c'est chaque mot avec une valeur? C'est la phrase dans son ensemble et chaque mot avec une valeur, plus plein d'autres choses. En fait, en gros, comme je disais au tout début, le machine learning, tu lui passes des data en input, il bosse dessus, il ressort un modèle, ce qu'on appelle un modèle. C'est en gros une représentation mathématique, une représentation que lui, il se fait de ce qu'il a appris. Et d'un côté, on sauvegarde ce modèle-là, puisque en fait, c'est la mémoire de l'algorithme, si tu veux. C'est un truc que tu peux recharger comme un fichier, ou je sais pas, un truc que tu stockes en Redis ou en DB ou quoi. Ça déjà c'est un côté. L'autre côté ensuite, ça va être la phrase en elle-même, puisque tu vas sauvegarder les observations que tu as fait sur cette phrase dans le modèle comme je disais, mais tu as aussi toutes les informations qui sont les métadonnées, comme dans mon exemple, par exemple ce qu'on appelle les post tags, les part of speech tags, la phrase PRP, je peux la retrouver si tu veux. Non, c'est bon, c'est bon. Bon, c'est pas bon. Voilà. Voilà. Typiquement, le PRP, VBD, DT, NN, IN, NNP, ça nous sert en tant qu'observation pour définir en fait qu'est-ce qui est important dans la phrase. C'est-à-dire que typiquement, les IN, on s'en fiche, les DT, on s'en fiche, puisque c'est pas actionable. Mais par contre, à quoi ça sert, c'est que si tu as un IN et un NNP derrière, ah ouais, tu peux dire, ah ouais, attends, c'est une préposition d'endroit, donc du coup, derrière, il y a forcément, à 50% une organisation, 50% une location. Donc en gros, c'est la phrase, plus les métadonnées, plus toutes les observations qu'on a fait sur la phrase en plus de ça, qui sont stockées. Oui, bonjour, donc moi j'avais une question, est-ce que vous avez pas peur du troll comme on dit? C'est plus facile, le proverbe il dit de tromper une fois 1000 personnes que 1000 fois une personne ou l'inverse. Donc vous attaquez quand même à un truc qui est fait par beaucoup de grosses multinationales, qui ressemble. Si moi j'ai beaucoup d'amis demain, que je prends 2 millions de personnes et que je leur dis à votre truc Tokyo c'est la capitale du Nigeria, est-ce qu'à la fin on va pas se retrouver avec Where is Tokyo au Nigeria quoi? Par exemple, est-ce que vous vérifiez, il y a une sécurité derrière de ce que les utilisateurs apprennent à l'intelligence en fait? Alors Julien en a parlé tout à l'heure en disant typiquement Google, ok, donc si quelqu'un arrive à
à meuter 1000 personnes, en gros, qui fait pencher la balance vers le faux du truc. On prend ça en considération. Concrètement, c'est une solution, ça c'est un problème dont actuellement on n'a pas la solution. Mais évidemment, c'est un problème et ce serait complètement une grosse erreur de notre part de l'oublier. Après, quelle est la bonne solution, quoi ? On a des pistes, on a des idées, laquelle on implémente, laquelle est la mieux. Celle déjà de ne pas accorder la vérité à une personne qui l'a dit, mis à part moi, bien sûr. À une personne qui l'a dit, c'est déjà un bon truc, c'est-à-dire un système de probabilité. Si tu as 1000 personnes qui le disent, c'est peut-être qu'ils ont raison. Et encore, si eux ils disent que c'est faux, comment est-ce qu'on fait pour le résoudre ? Donc on est encore en recherche là sur le point que tu dis. On a des pistes et on recherche laquelle implémenter, laquelle est la mieux. Pour l'instant, vous gérez que l'anglais ? Oui. Oui, actuellement on gère que l'anglais parce que je vais être franc, en fait il y a des problématiques dans l'intelligence artificielle, surtout quand on n'a pas eu des cours magistraux dessus et ce genre de choses, c'est que c'est facile de se planter de chemin. Si vous voulez, quand je vous ai montré en gros l'intelligence artificielle complète, faut que je la retrouve. Voilà, on va prendre celle-là. Non ? Si ? Allez. Voilà. L'intelligence artificielle complète. Si tu vas dans le Natural Language Processing, il faut imaginer qu'il y a 3 fois plus de champs où rechercher. Et pour chaque problème, il y a 3 voire 4 solutions. Donc du coup, j'en arrive à mon pourquoi. Actuellement, on est parti seulement sur l'anglais pour des termes de simplification. Il fallait aller vite, il fallait voir qu'il y avait une demande, que les gens étaient prêts à se lancer dans ce genre de truc. Donc pour l'instant, oui, l'anglais, pardon. Mais bien sûr, dans le futur, gérer toutes les langues, c'est quand même un plus, quoi. Parce que entre l'anglais, l'américain, le français, rien que l'anglais et l'américain, c'est complètement différent. Et puis le chinois. Et puis le chinois. Et puis le japonais, et le portugais, l'italien, et j'en passe. Donc actuellement que l'anglais, mais la vision, ouais, c'est de s'étendre à toutes les langues. Oui, donc juste pour proposer... Attends. Concrètement, comment vous pensez pouvoir passer à toutes les langues ? C'est monstrueux. On va recruter et puis on va arrêter de bosser à mi-temps. Non, déjà ça, et ensuite je parlais d'erreurs au début en disant oui, c'est super complet, super large l'IA, parce qu'en fait au début on s'était dit en fait pour craquer le NLP, il faudrait qu'on aille sur la construction de la phrase, et les constructions de phrases sont dépendantes des langues. Sauf que si tu retires la composante de construction de la phrase, au final tu te retrouves qu'avec des mots qui ont un sens. Si ces banques de mots là, tu arrives à détecter le sens qu'ils ont, tu peux faire n'importe quelle langue, puisque en fait ce que je disais pour les IN devant les villes, préposition de lieu pour les villes, mais en fait c'est pareil dans une autre langue. Donc ça veut dire que tu es potentiellement capable de détecter des mots-clés et les extrapoler dans une autre langue en fait. Donc en gros, il faut recruter plein de gens pour faire le taf qu'on a fait sur l'anglais. Mais oui, c'est possible de faire toutes les langues. Oui, donc pour proposer une solution à votre Tokyo Nigeria, donc vous pouvez peut-être instaurer un système qui va donner plus de pouvoir à une plateforme de confiance. Par exemple, s'il y a un conflit de probabilité, par exemple, il y en a qui disent que Tokyo est au Nigeria, l'autre qui dit que Tokyo est au Japon, donc 60% au Japon, 40% au Nigeria, vous pouvez aller préciser une plateforme de confiance style Google, et là vous allez faire une query et parser la page HTML pour chercher lequel est le plus dit par rapport au Japon ou au Nigeria. Donc il y a ça, et en fait pendant que tu expliquais ton idée, j'ai pensé à autre chose, mais c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. En fait, c'est un problème disons, de gestion de communauté. Okay. Je veux dire, Linux, quelque part, ils ont eu sans doute le même problème à un moment donné. Enfin, à partir du moment où tu as un truc collaboratif, tu as ce problème-là. Et c'est, enfin, une des pistes qu'on explore aussi, c'est de justement engager notre communauté, mais à différents niveaux. C'est-à-dire que peut-être que d'ici quelques mois, on aura des gens tellement actifs que ça va devenir des ambassadeurs et ça va devenir un peu des maîtres, quoi, si tu veux. Et peut-être que des décisions, du coup, passeront aussi forcément par eux. Enfin, il y aura des espèces de paliers de validation, en fait, mais qui seront représentés par des gens de notre communauté, en qui on aura
totale confiance, par exemple. Et enfin, voilà, par exemple. Voilà, comme des modérateurs, quoi. Comment vous faites pour gérer l'orthographe et les fautes de grammaire? Il y a des gens qui savent pas construire des phrases. Et tu es où? Ah, pardon, merci. Comment on fait? Au début, on les insulte. Non. En fait, la correction orthographique, tu as deux façons de la résoudre. Soit tu prends ce qu'on appelle un dictionnaire de mots, enfin, soit un dictionnaire en fait. Donc la totalité des mots, et à partir de la faute que le mec a générée, tu vas générer les fautes possibles programmaticalement. Donc du coup, potentiellement générer le mot qu'il voulait dire s'il a fait une typo, donc échanger deux lettres, ou je sais pas, rajouter une lettre, enlever une lettre, etc. Ça peut être une solution pour résoudre ce problème-là. Ensuite, la correction orthographique, c'est un problème à part entière, dans le sens où c'est autant de travail de faire de la correction orthographique que de faire ce que nous on fait actuellement. Donc, l'avantage de passer par la voix, c'est que tu n'as pas de faute de frappe. Ensuite, l'avantage que nous on a aussi, c'est qu'on ne se focalise pas vraiment sur... comment dire? Si tu fais une faute de frappe sur le mot le plus important de la phrase, le mot qui va définir le topic, le mot qui va définir l'entité, ça va être un peu complexe. Mais si tu le fais sur des mots qui n'ont pas d'importance... En gros, si tu veux, c'est pas rédhibitoire, mais c'est déconseillé de faire des fautes de frappe. Oui, parce que si j'écris hate, H-A-T-E au lieu de A-T-E, ça va poser un gros problème quand même. Oui ou non en fait. Bah, si c'est juste hate, tu mets hate au lieu de hate, c'est pas grave, puisque le sens de ta phrase, ce dont tu parles, le topic de ta phrase va pas changer. Enfin, il va être influencé par le verbe, mais le verbe ne fait pas la totalité. Je déteste une pomme chez Apple ou je mange une pomme chez Apple. Bah, tu parles quand même de nourriture. Ouais. Donc, il y a ça, et d'un côté, comme je disais, on a des solutions. Cependant, ça reste un problème super complexe, et ils sont encore dessus d'ailleurs, les grands cerveaux. La correction orthographique, donc ouais, nous on a des solutions actuellement implémentées, mais pas la totalité, on peut pas être ultra parfait. Surtout qu'il n'y a pas la version, mais on reste en V0.1.0-A, donc c'est très early stage si vous voulez. Merci. On risque de polluer votre base si on met, je sais pas, London, on met pas le N à la fin par exemple. Ça va quand même rentrer, il y aura le in qui sera juste avant, donc il peut considérer que Londo ce soit une ville et du coup ça va être intégré dans la base. C'est probabilistique, c'est pas déterministe. Si tu veux, c'est pas parce que tu as écrit Paris sans S que ça va plus jamais détecter Paris avec un S. Mais est-ce que quand tu veux que quand tu écris je vis à Paris sans S, est-ce que tu veux que Paris soit quand même détecté comme une ville? C'est probabilistique si tu veux. Donc ouais, ça peut pourrir la base de données, sauf que je pense pas que sur, je sais pas, imaginons on va mettre 1000 personnes sur la plateforme, je pense pas que sur 1000 personnes, les 1000 qui vont faire, je sais pas, 10 000 inputs par personne vont faire une faute d'orthographe à chaque fois en fait. Donc comme je disais pour la détection d'entités tout à l'heure, l'erreur va se noyer dans la masse en fait. Je suis pour. Je pense que la richesse du français doit être protégée. Mais je suis pour aussi l'enlever, parce que une langue qui n'évolue pas devient une langue morte, et je connais plus beaucoup de gens qui parlent latin. Peut-être une ou deux dernières questions, parce que j'imagine que vous avez contrainte de timing. Je crois qu'on a bien dépassé le timing. Bon, juste un petit tips pour régler la communauté. Si vous ne l'avez pas déjà fait, regardez aussi Wikipédia, comment on gère. Ouais, complètement. C'est un des grands exemples aussi. Voilà. Ouais. Oui, alors ça va être une dernière question. Malheureusement, j'en ai plusieurs. Je vais essayer de toutes les condenser. D'accord, la première, ça va être difficile. Vas-y. Il y a Google, Baidu, je crois Amazon aussi, qui ont publié tout leur code pour faire de l'intelligence artificielle, particulièrement, je pense, pour l'analyse d'images et pour l'analyse du langage. Est-ce que vous les utilisez? Est-ce que vous comptez les utiliser ou non? T'entends quoi par tous leurs algos? T'entends TensorFlow par exemple? Ou ce genre de choses? Ouais. Ouais.
En fait, tu as énormément de solutions de machine learning et de NLP qui sont déjà implémentées. C'est sûr qu'au départ, se baser sur les algos qui ont été faits par les mecs de chez Google, c'est pas mal. Actuellement, pour des contraintes de temps, on s'est basé sur des choses déjà dev, comme je l'ai dit, parce que c'est déjà dev et ils savent certainement mieux coder que moi en, je sais pas, en assembleur, en Java ou autre chose. Maintenant, c'est pas parfait leur truc non plus. Donc, ouais, on en utilise, on sera peut-être amené à en utiliser d'autres, parce que ça reste du code et que le code d'un autre est pas. Enfin, faut pas le jeter à la poubelle parce que c'est pas nous qui l'avons codé. Maintenant, si nous on décide que ça suffit pas en termes de qualité, ou la construction nous va pas, ou je sais pas, la structure du code nous va pas, on le recodera, quoi. Vous pouvez aussi les utiliser tous en parallèle, voir lequel est meilleur. Parce que Baidu est très très fort puisqu'ils font du chinois qui a énormément d'intonation et tout le bordel. Donc ça peut être très très utile de s'inspirer du code de Baidu, par exemple. Oui, par exemple. Après, en tant que boîte, si tu prends que du open source, que tu fais que les coller ensemble, ta boîte elle va pas durer longtemps. Mais voilà. Mon autre question, c'est pour entraîner vos algos, vous utilisez seulement les inputs des programmeurs ou est-ce que vous avez des textes que vous analysez indépendamment comme ferait Google, justement pour Translate ou pour analyser des requêtes que vous pouvez faire à Google, voir qu'est-ce qui vous ressort, etc. La majeure partie des datas qu'on va recevoir vont être des inputs d'utilisateurs ou de dev, c'est-à-dire à partir du moment où ils vont tester leur app qu'ils ont fait sur notre plateforme. Donc il y a ça déjà. Ensuite, bien sûr, plus on a de texte, mieux c'est. Donc là, actuellement, je sais pas, sur notre serveur, d'avoir un dataset de 60 mégas de texte qui est en attente d'être traité. Donc ouais, il y a plein de textes. Il y a plein de trucs open source, je pense notamment tous les corpus de Reuters, tout ça. Le truc, c'est que c'est des phrases enfin, c'est pas en dur, mais c'est des phrases brutes, quoi. Elles sont pas traitées. C'est des données, c'est pas des datasets, tu vois. Donc, ouais, plus t'as de données, mieux c'est. Après, il faut les transformer de données en datasets, quoi. Voilà. Ça ira. Alors, je peux toujours en avoir, mais ça va trop durer trop longtemps. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre temps et vos questions. Et je pense que sur l'intitulé de la conf, vous pourrez retrouver nos logins et tout. Si jamais vous avez des questions que vous voulez nous reach out, discuter avec nous, n'hésitez pas, on est ouvert. Et puis on va rester par là, donc ceux qui veulent discuter en détail, on est là.